À Saint-Pétersbourg, la vie des tsars n'était pas toujours un long fleuve tranquille. L'église du Saint-Sauveur sur le sang versé porte un nom peu banal. Elle s'élève à l'endroit où le tsar Alexandre II a été assassiné après 7 tentatives manquées. L'empereur était bien mal récompensé puisqu'il avait libéré les paysans russes du servage. La durée de règne des souverains était très variable. Si Pierre Ier régna 43 ans, sa seconde épouse, Catherine, ne resta sur le trône que 2 ans. Pierre le Grand rendit hommage à un héros national, Alexandre Nevski, en lui consacrant un lore, un établissement monastique. Chef de guerre légendaire, Nevski fut canonisé au XVIe siècle. Il a toujours été l'un des personnages les plus populaires de Russie et sa vie inspire les artistes. La création et la restauration d'icônes est une spécialité du monastère. La feuille d'or de quelques microns d'épaisseur est appliquée au pinceau et sans colle, elle adhère au support. Une technique appelée dorure à froid. Mais ce n'est pas l'unique spécialité du lieu. Dimitri Mironenko. Ce que l'on voit ici sur les murs, ce ne sont pas des fresques anciennes, elles sont récentes. Comme sur ce mur, la fresque n'est pas tout à fait terminée. C'est une fresque en cours de réalisation. Sur les icônes, le fond doré symbolise la lumière divine. À proximité du monastère, dans les allées du cimetière Tikhvin, plusieurs grands noms font le prestigieux inventaire de la culture russe. Avec émotion, on y découvre entre autres les sépultures de grands noms de la musique, comme les compositeurs Tchaïkovski et Borodine, ou encore la tombe de l'écrivain Dostoïevski. C'est à un moine byzantin que fut dédiée la cathédrale Saint-Isaac. Le gigantesque édifice doit son existence à la vogue des architectes étrangers. Le français Auguste de Montferrand signa les plans du pompeux bâtiment. Les pierres rares et les ornements somptueux s'accumulent autour d'icônes composées de mosaïques. La construction donne le vertige par sa taille. Les travaux s'éternisèrent pendant 40 ans, à travers le règne de 3 empereurs, sur la première moitié du XIXe siècle. La cathédrale fut pour l'architecte l'œuvre de sa vie, car il mourut 1 mois et demi après l'inauguration, auréolé de gloire. Sur une ligne droite de près de 5 km, la perspective Nevski illustre parfaitement l'obsession géométrique de Pierre Ier. Ceux qui n'alignaient pas leur maison étaient expropriés et se voyaient infliger une forte amende. À l'origine, la rue était couverte de bois car la pierre était trop chère. Aujourd'hui, l'artère célèbre le règne de l'argent et du commerce. Les courbes sont rares dans l'environnement rectiligne, sauf à la cathédrale Notre-Dame de Kazan. Autre exception avec la Maison du Livre, une librairie installée dans un chef-d'œuvre tout en rondeur de l'Art Nouveau. Toujours de style Art Nouveau, le magasin Eliseïev porte le nom de 2 frères. L'immeuble fut construit au début du XXe siècle dans un incroyable foisonnement d'éléments décoratifs. Le magasin est une épicerie de luxe.
À l'intérieur, c'est un festival de couleurs et de senteurs. Son fondateur était un serf affranchi. Il avait réussi à trouver pour son maître des fraises en plein hiver. Les rythmes exotiques s'invitent régulièrement à Saint-Pétersbourg. Le XXe siècle a produit de nombreux bâtiments en l'honneur des masses populaires, comme l'ancien siège du Parti communiste. La ville porta le nom de Leningrad pendant 67 ans, en l'honneur du fondateur de l'Union soviétique. Auparavant, la ville s'appelait Petrograd. Petro pour pierre et Grad pour ville en russe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la population souffrit le martyre. Lors du blocus organisé par l'armée allemande, plus d'1 million de civils moururent de froid et de faim. Mais après le plus long siège de la guerre, la ville était toujours en vie. La gare de Moscou déborde de vie. Comme son nom l'indique, on y prend le train pour la capitale, où l'on arrive à la gare de Leningrad. La statue de Pierre le Grand indique que l'on est bien à Saint-Pétersbourg, car les deux gares sont quasiment identiques. Il faut descendre profondément sous terre pour atteindre le métro. Alors qu'à Paris ou à Londres, les stations se trouvent à une profondeur de 10 ou 20 mètres, ici, elles se trouvent à 60 mètres. Explication, le sous-sol gorgé d'eau qui a imposé de creuser. La statue de Pouchkine est le lieu de rendez-vous de la station dédiée aux poètes. Chaque station est décorée différemment. Le métro est d'une remarquable propreté et son réseau est très étendu. Pourtant, il est 2 fois plus court que le métro parisien. Il transporte aussi 2 fois moins de passagers. 2 millions de voyageurs par jour tout de même, qui sont particulièrement disciplinés. Pour construire la ville, Pierre Ier réquisitionna tous les maçons du pays en leur interdisant de travailler ailleurs. Derrière certaines façades anciennes se dissimulent de surprenantes rénovations. Certains complexes de bureaux et de commerces ont été conçus par des architectes italiens. Depuis l'origine, les Italiens ont contribué à l'embellissement de la ville. De nombreux cabinets d'architecture, russes et internationaux, travaillent à la réhabilitation du patrimoine. Un centre commercial ultramoderne a pris place derrière une façade ancienne. Des marchandes de fleurs sont alignées à l'entrée du marché couvert Kuznetchny, connu pour la fraîcheur de ses légumes. Pour se faire une opinion, le mieux, c'est de tester. Nous faisons mariner les légumes nous-mêmes. D'ailleurs, goûtez, c'est très bon. Ici, les prix sont plutôt élevés. Mais les produits invendus à la fin de la journée se retrouvent sur d'autres marchés pour être vendus moins cher.
La plupart des légumes sont des productions artisanales. Moi, je vends les produits de mon jardin. La qualité se paye, surtout quand les produits viennent de régions très éloignées. C'est très bon et excellent pour la santé. C'est du miel d'acacia qui vient de l'Altaï en Sibérie. Les grands classiques sont aussi présents. En rouge, les œufs de saumon. Parmi les ingrédients traditionnels de la cuisine russe, le fromage blanc joue un rôle important. On l'associe à de multiples recettes, mais on peut aussi l'apprécier au naturel, additionné ou non de crème fraîche. Les avis sont unanimes. C'est bon. Autre production traditionnelle, la vodka. Un musée lui a été dédié. La vodka fait partie du patrimoine russe et de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage. Mais elle n'a pas que des vertus. Le tsar lui-même l'appréciait, mais il s'efforçait d'en diminuer la consommation, tout en s'inquiétant de la baisse des recettes fiscales qui pouvaient en découler. Pierre le Grand aimait boire beaucoup. Il avait un verre qui pouvait contenir 1 litre de vodka et il l'utilisait comme une sanction pour les gens qui n'arrivaient pas à l'heure. Si quelqu'un était en retard, ne serait-ce que de 5 minutes, que ce soit un homme ou une femme, il lui faisait boire 1 litre de vodka. Pierre le Grand n'aimait pas les retardataires. Il aimait la vodka, mais avec modération. Il n'aimait pas non plus les ivrognes et il les punissait. Pierre le Grand n'aimait pas les gens qui buvaient trop. Il a donc inventé une punition, un anneau de 16 kilos en métal pour les gens ivres. On le mettait au cou de celui qui était ivre. C'était une humiliation de la porter, et en plus, c'était très lourd. Les Russes ont toujours eu beaucoup d'imagination pour donner de multiples goûts à la vodka, et aussi pour donner aux bouteilles des formes intéressantes. Ils ont même inventé la bouteille Kalachnikov. Pierre le Grand était très impliqué dans la construction de sa ville. Il se fit aménager un logement à proximité des travaux pour mieux les surveiller. Un bâtiment de briques protège aujourd'hui la modeste maison traditionnelle qu'habitait le tsar. Le tsar a imaginé Saint-Pétersbourg parce qu'il détestait Moscou, une ville entièrement construite en bois. Il a donc parcouru toutes les grandes villes d'Europe sans répit pour comparer les styles, choisir des formes, imaginer des lignes. Son seul objectif, donner de la cohérence et de l'éclat à son rêve. Quand on découvre la place du palais, on doit reconnaître que l'empereur de toutes les Russies avait de l'intuition. Il donna l'impulsion à un ensemble unique qui pourtant a été bâti par 3 souverains différents. Le palais d'hiver héberge le célèbre musée de l'Ermitage. Il est midi. Le canon tonne non loin de là, dans la forteresse. Je suis une cavalière. Les Amazones en costume d'époque ont du mal à distraire les visiteurs, car le palais d'hiver est d'une beauté éblouissante. La construction a été entamée au milieu du XVIIIe siècle à l'initiative de l'impératrice Élisabeth, la propre fille de Pierre le Grand. On sait que la dame était dépensière. Le palais impérial en fait la démonstration. Les généraux qui luttèrent contre Napoléon sont les spectateurs muets d'un véritable feu d'artifice de splendeur baroque. Le palais fut incendié au XIXe siècle, mais l'émotion fut tellement grande que le tsar de l'époque, Nicolas Ier, décida de tout reconstruire sans délai. L'impératrice Élisabeth parlait couramment le français. Elle aurait certainement apprécié la comparaison que certains font du palais d'hiver avec Versailles. Une fausse ressemblance,
car les courtisans ici savaient à peine lire. Ils peuplaient un monde d'apparence où les réalités s'effacent dans les reflets de la malachite. Le musée de l'Ermitage est l'un des plus riches au monde. Si un visiteur passait 1 minute devant chaque œuvre, il lui faudrait, dit-on, 11 années pour tout voir. La collection de Rembrandt, à elle seule, pourrait constituer un musée. Et sur les 3 millions d'œuvres d'art, 5% à peine sont exposées. De Renoir à Cézanne et de Van Gogh à Gauguin, tous les maîtres sont présents.